Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire Suite. Bacon a donc parfaitement vu quelle était la vraie méthode des sciences d'observation. Il a senti plus vivement qu'aucun de ses contemporains les forces de l'esprit humain, qui n'a pas besoin de s'appuyer sur l'autorité pour comprendre les choses et qui en apprend plus sur elles par le spectacle du monde bien observé que les livres ne lui en peuvent enseigner. Il a exprimé plus haut que qui que ce soit ce noble sentiment d'indépendance, ce qui avait bien son prix à une époque où le joug de l'Antiquité n'était pas encore tout à fait brisé. Mais c'était là si peu une méthode nouvelle que Bacon lui-même a reconnu que l'esprit humain, en suivant cette route, ne faisait qu'imiter les anciens, qui ne nous eussent pas laissé tant de monuments scientifiques s'ils s'étaient bornés aux observations et aux découvertes de leurs grossiers aïeux. Et pourtant, malgré cette judicieuse appréciation de l'Antiquité, Bacon n'a en général pour elle que des insultes et des outrages forcenés. Il n'épargne pas Platon, ce pointilleux harmonieux, ce poète gonflé, ce théosophe en délire. Mais Platon, du moins, trouve grâce parce qu'il a entrevu l'induction baconienne, qu'il a eu le tort, il est vrai, de n'appliquer qu'à des définitions et à des idées, selon lui. Pour Aristote, au contraire, qui a fait pourtant la théorie de l'induction, Bacon n'a pas assez d'injures. Ce n'est qu'un détestable sophiste, dit-il, ébloui d'une subtilité vaine, vil jouet des mots, inventeur d'un art de folie, calculant à plaisir son obscurité. Critique absurde que Ramus lui-même avait pris le soin de réfuter victorieusement et que Reid, tout sage qu'il est, répète encore au milieu du XVIIIe siècle. Bacon va plus loin et il traite Aristote de voleur de la science, d'assassin de ses frères, les philosophes, ses devanciers. Il le compare à l'Antéchrist, parce qu'Aristote a eu le tort, c'est Bacon qui le lui rappelle, de venir en son propre nom. Il assure qu'Attila, Genséric et Légo ont fait moins de mal à l'intelligence par leur ravage qu'Aristote ne lui en a fait par les siens, lui qui, citation, méprisa tellement l'Antiquité qu'à peine il daigna nommer un des anciens, à moins que ce ne fût pour le critiquer et l'insulter. Fin de citation. Et c'est Bacon qui parle ainsi d'Aristote et ose lui reprocher sa basse jalousie et sa féroce inimitié contre ses prédécesseurs. Après de tels emportements, on comprend mieux les diatribes de Monsieur Demaître contre Bacon, et l'on s'étonne moins de ces violences venues même après 2 siècles, quand on se souvient par quelles injustes violences elles avaient été provoquées. Sait-on pour qui Bacon réserve ses respects et son admiration ? C'est pour Empédocle, Héraclite, Démocrite, Anaxagore et Parménide, qui ne se plaisaient pas, dit-il, comme Galatée à se jouer dans les ondes, mais aimaient à se trouver dans les orages des discussions. Démocrite, Anaxagore, Parménide, ce sont là sans doute de très grands personnages, bien qu'à d'autres titres que celui dont Bacon leur fait un honneur si ridicule. Mais que connaissons-nous de leur philosophie, dont la direction toute sensualiste, pour quelques-uns du moins, explique fort bien l'enthousiasme de Bacon auprès de ce que nous savons de celle de Platon et d'Aristote ? Bacon paraît en avoir su beaucoup plus que nous, car il affirme que ces savants qui n'ont jamais ouvert d'école ont mis en écrit leurs spéculations et leurs découvertes et les ont livrées à la postérité. Laissons dans l'ombre ces côtés du génie de Bacon qui nous rappellent trop les actes de sa vie politique. Que ces calomnies, qu'il appelle avec le faste habituel et le charlatanisme de son langage, le mâle enfantement de son siècle, ne nous empêchent pas de rendre à ses efforts une justice qu'il n'a pas su rendre à des efforts plus féconds que les siens. Il avait attaqué le syllogisme, mais il ne lui substituait rien de positif dans le domaine de la logique pure. Plagiaire de Ramus, tout en l'injuriant, il proposait comme lui de partager la logique proprement dite en invention et jugement, puis, ajoutant 2 arts à ces 2 premiers,
il voulait que la logique s'occupât de la mémoire qui retient la science et de la méthode toute pratique qui la transmet. De plus, dissertant sur la preuve ostensive et la preuve par in commodum, par réduction à l'absurde, il distinguait l'analytique et la doctrine des réfutations. Et cette dernière doctrine, il la partageait de plus en réfutation des sophismes, critique de l'Herménéas et l'examen critique des fantômes, de tribus, d'antres, de théâtres, etc. Enfin, il inventait bien d'autres divisions encore, produits improvisés de son imagination impétueuse, classifications qu'il ne justifiait pas, qu'il abandonnait bientôt pour les remplacer par d'autres aussi peu approfondies, et qu'en toute équité la science ne peut pas même discuter. La postérité ne les a pas prises plus au sérieux qu'il ne l'a fait lui-même, et ces légères esquisses où l'on reconnaît bien encore la trace du génie ne méritent point un examen en règle. Bacon n'a donc pas plus réformé la logique que ne l'avait réformé Ramus, bien qu'au fond ce fût sa prétention. Pas plus que Ramus, il n'avait bien compris le but qu'il poursuivait en attaquant la doctrine péripatéticienne. Il avait eu en outre ce tort que Ramus du moins avait évité plus que lui, de mêler à une question de théorie des questions de pratique. Il avait voulu trouver une méthode qui pût mener au vrai dans les sciences naturelles, et il avait banni de la science le syllogisme et la démonstration, comme si la science pouvait s'en passer. Il pouvait apprendre à l'esprit à étudier la nature, mais il n'étudiait pas l'esprit lui-même. La révolution après Bacon était tout aussi bien à faire qu'avant lui. Il avait omis dans la logique le seul élément dont au vrai la logique s'occupe, l'esprit qui fait la logique elle-même. De ces vaines tentatives de Ramus et de Bacon, deux résultats sortaient avec pleine certitude. Premièrement, la logique d'Aristote était inébranlable, et sur ce point, des péripatéticiens dévoués à la foi de la scolastique avaient toute raison contre les novateurs. L'organon devait être conservé, non pas parce qu'il était d'Aristote, mais parce qu'il était vrai, motif que sentait confusément l'école et qu'elle ne faisait point assez valoir. Deuxièmement, cette doctrine toute vraie qu'elle pouvait être était insuffisante. C'était une admirable explication du procédé de l'esprit lorsque d'un principe il arrive à une conséquence. Mais il restait toujours à donner la méthode même qui mène au principe. Aristote avait bien décrit cette seconde partie du procédé logique de l'esprit. Mais en ceci, la théorie abstraite était beaucoup moins importante que les règles de la pratique, et puisque dans la démonstration, c'est la forme du vrai que l'on recherche, il fallait pour compléter l'œuvre enseigner à extraire de la réalité des principes vrais qui sont la source de toute démonstration réelle. C'est ce que Bacon avait essayé pour la science en la ramenant, par la réflexion, à l'expérience qu'avaient spontanément pratiquée les anciens. Mais la science de la nature, toute vaste qu'elle est, n'épuise pas l'intelligence entière, et c'était toujours une méthode générale qu'il s'agissait de trouver. Ainsi donc, le succès du réformateur à venir était à ces deux conditions, réserve si ce n'est respect envers la logique telle qu'elle était faite, universalité de la méthode nouvelle.